dans la première partie de ce cours, de ce développement plutôt, je vais défendre la thèse suivant laquelle l'hypothèse de l'inconscient implique une absence de responsabilité. Si l'inconscient existe, je ne suis pas réellement responsable de mes actes. Je peux l'être en apparence, je peux même être convaincu d'être responsable, mais en fait c'est l'inconscient qui agit souterrainement. Ce n'est pas moi. Pour argumenter cette thèse, je vais reprendre la définition de l'inconscient que nous avons vue plus haut. On a dit que l'inconscient, c'est cette partie du psychisme qui échappe à la conscience. Approfondissons un tout petit peu cela. Si l'inconscient échappe à la conscience, c'est qu'il résiste aux efforts que nous déployons pour le connaître. Et ici, j'aimerais insister sur le fait que l'inconscient, ce n'est pas la même chose que l'inconscience. Il y a en nous et autour de nous des tas de choses que nous ignorons. Nous n'avons pas conscience de telle ou telle chose qui se passe dans notre organisme, par exemple. Il y a des tas de bactéries qui sont à l'intérieur de notre corps. La plupart sont neutres ou favorables au développement de notre organisme ou à la survie de notre organisme. D'autres, au contraire, sont agressives, sont dangereuses. Et nous n'avons absolument pas conscience, la plupart du temps, des interactions entre ces bactéries et notre organisme. De même, nous n'avons pas conscience de choses qui se passent dans des pays lointains ou même dans la maison à côté. Nous sommes dans l'ignorance. Donc ici, inconscience, c'est à peu près synonyme d'ignorance. L'inconscient, avec ENT, ce n'est pas simplement l'inconscience. L'inconscient, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas à l'extérieur de nous, qui est en nous, et surtout, c'est quelque chose qui agit, qui se dérobe, qui cherche à rester mystérieux. Ce n'est pas simplement comme ces bactéries qui sont dans notre organisme qu'on peut étudier au microscope. Avec un effort scientifique, on peut, dans une grande mesure, savoir ce qui se passe dans l'organisme humain. Par contre, l'inconscient, il ne veut pas être découvert. Il fait tout pour rester mystérieux. Nuançons un tout petit peu tout cela. J'ai dit que l'inconscient fait tout pour rester mystérieux. En fait, il y a quand même une part de notre inconscient qui cherche à redevenir consciente. On le verra un peu plus tard. Il y a notamment des désirs qui sont en nous et qui cherchent à revenir à la surface, à remonter à la surface, des désirs qui viennent de la petite enfance. C'est un petit peu, si vous voulez, comme de la matière en fusion qui est sous l'écorce terrestre et qui de temps en temps remonte à la surface, et ça donne le phénomène qu'on appelle le volcanisme. Il y a de la lave qui sort des volcans. Mais en même temps, ces phénomènes sont quand même relativement marginaux. Il y a d'autres tendances qui vont dans le sens contraire. Autrement dit, même si une part de notre inconscient cherche à devenir ou à redevenir consciente, eh bien, il y a en même temps des forces contraires qui vont limiter ces efforts, et ce qui fait que globalement, notre inconscient, probablement sa plus grosse partie, reste à jamais inaccessible. À partir de cette définition, on comprend pourquoi l'hypothèse de l'inconscient est contradictoire avec l'idée de responsabilité. Revenons à la notion de responsabilité. Si je suis responsable, ça veut dire que je peux me reconnaître comme étant le véritable auteur de mes actions. Ça sous-entend l'idée de liberté. Je peux agir en fonction de mes propres buts. Mais alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire mes buts? Qu'est-ce que j'appelle mes buts? Eh bien, ce sont ceux dont j'ai conscience. Parce que c'est ma conscience qui me permet de dire je, de dire moi et de dire mes buts. S'il y a en moi des tendances, des pulsions, des désirs, des volontés qui sont inconscientes, alors, eh bien, ces tendances sont étrangères. Elles m'apparaissent comme étrangères. Elles ne sont pas moi. Si c'est l'inconscient qui agit, ce n'est pas vraiment moi qui agis. Celui que j'appelle moi, eh bien, c'est celui dont j'ai conscience. C'est celui que j'ai conscience d'être. De même, mes volontés, mes désirs, mes décisions, ce sont celles qui ont été prises en pleine conscience. Ou mes désirs, ce sont ceux qui ont surgi dans ma conscience. Donc, l'inconscient, c'est bien quelque chose qui est en moi, qui m'influence dans une large mesure, mais ce n'est pas moi. Donc, si l'inconscient existe, ça veut dire que je suis déterminé
à agir par quelque chose d'autre que moi. Alors déterminé, ça veut dire que je suis poussé, et plus précisément, cela veut dire que mes actions sont les conséquences nécessaires, inévitables, de causes très précises qui sont en moi et que j'ignore. Et cette contrainte que l'inconscient exerce sur moi, elle est d'autant plus forte que je ne peux pas y réagir. Comme je le disais dans l'introduction, on ne peut pas combattre un ennemi qui se cache en permanence. Si l'inconscient, la plupart du temps, on n'a même pas conscience de sa présence, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre lui? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de le contrôler? En fait, c'est lui qui nous contrôle, c'est pas nous qui le contrôlons. J'aimerais, pour mieux vous faire comprendre la nature de l'inconscient et ce qui fait qu'il est si difficile à contrôler, définir plus précisément ce mot et distinguer deux choses qu'on a tendance à confondre, à savoir l'inconscient et le préconscient. Le préconscient, ce que Freud appelle préconscient, ce que Freud appelle le préconscient, c'est cette partie de notre psychisme qui est presque consciente. Elle n'est pas consciente, mais elle devient ou redevient consciente facilement, sans résister à nos efforts. Un exemple que Freud donne, vous connaissez des milliers de mots, simplement il est évident que vous ne pouvez pas les connaître de manière consciente en permanence. Votre conscience est limitée, elle est sélective, elle ne peut se concentrer que sur un objet à la fois, et donc vous n'avez pas conscience de tous ces mots qui sont à l'intérieur de votre esprit. Vous les avez mémorisés, emmagasinés, mais ils ne sont pas présents actuellement. Par contre, dès que vous en avez besoin, eh bien, ils vont remonter sans effort à la surface de notre pensée. Il n'en va pas de même pour l'inconscient qui, lui, au contraire, résiste à nos efforts. Et ça arrive parfois lorsqu'il y a un mot que nous connaissons très bien, d'habitude, qui, tout d'un coup, nous échappe. Nous avons le mot sur le bout de la langue. Là, on ne sait pas très bien pourquoi on n'arrive pas à s'en souvenir. Eh bien, probablement que ce mot, momentanément, a acquis une signification, une charge symbolique, quelque chose qui fait que notre inconscient ne veut pas que nous nous en souvenions. La distinction entre conscience, préconscient et inconscient peut être schématisée par cette image. Là, vous avez un iceberg, c'est-à-dire une sorte de gros glaçon qui flotte dans l'eau, dans la mer. Et comme vous le savez certainement, la partie émergée de l'iceberg, la partie qu'on peut voir, elle est la plus petite. La partie immergée, celle qui est sous l'eau, est la partie la plus importante. Eh bien, il en va de même pour notre psychisme. Là, vous avez donc une sorte d'image de notre esprit, de notre psychisme. La partie émergée, celle que nous connaissons actuellement, c'est la conscience. Celle qui est absolument invisible, qui échappe à nos efforts pour la connaître, c'est l'inconscient. Et puis, au seuil de la conscience, il y a le préconscient qu'on peut symboliser par la partie qui est juste en dessous de la surface de l'eau. On peut l'entrevoir. Il suffit de pas grand-chose pour que de temps en temps, elle remonte à la surface. Donc, le préconscient, c'est cette partie du psychisme qui est tout près de la conscience. L'inconscient, au contraire, lui, il résiste, il ne se laisse pas découvrir. C'est la partie la plus mystérieuse et peut-être la partie la plus importante, la plus puissante de notre esprit. J'ai parlé d'un mot qu'on n'arrive pas à se rappeler, d'un mot donc qui échappe à nos tentatives pour le rappeler à la conscience. C'est un exemple parmi d'autres de manifestation indirecte de notre inconscient. Il y a d'autres exemples que Freud donne, les lapsus, les rêves ou encore les symptômes des maladies psychiques. Alors, un lapsus, c'est le fait de dire un mot pour un autre, ou bien d'écrire un mot pour un autre. Comme on le verra, il y a bien souvent une charge affective, ou agressive, ou sexuelle dans les lapsus.
En fait, il y a des désirs inconscients qui se manifestent, des désirs qui sont interdits par la société, par notre éducation, et qui de temps en temps vont quand même revenir à la surface. Par exemple, c'est mal poli normalement en société de parler de choses sexuelles. Alors, si un professeur, par exemple, vous dit on va faire maintenant une explication de sexe, là c'est un lapsus. Il y a quelques années, une ministre avait dit à la télévision, à la place d'inflation, elle avait dit le mot fellation. Ce qui n'était évidemment pas son intention consciente, ça lui avait échappé. Mais le lapsus, ça peut également exprimer une agressivité. On peut dire à quelqu'un avec lequel on avait envie d'être poli, on peut tout d'un coup lui dire une méchanceté, ça nous a échappé. C'est exactement le contraire de ce qu'on voulait lui dire. On voulait lui dire quelque chose de poli, et en fait, on lui a dit quelque chose d'insultant. Voilà, c'est parce qu'il y a une agressivité qui était en nous et qu'on n'a pas réussi à contrôler. Elle nous a échappé. Les rêves, ce sont également, pour Freud, l'expression inconsciente de désirs qui sont eux-mêmes inconscients. Les rêves, la plupart du temps, nous ne connaissons pas la signification, c'est une signification qui est voilée, mais il y a une part de notre inconscient qui essaye malgré tout de se manifester. Mais il y a une autre partie de l'inconscient qui, à cause notamment de l'éducation qu'on a reçue, va empêcher ces désirs inconscients de devenir clairs, de devenir véritablement conscients. Donc c'est pour ça que nos rêves nous apparaissent souvent si confus, si bizarres, si incompréhensibles. Enfin, donc, les symptômes de maladies psychiques, je donne un exemple ici, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, comme par exemple le fait de se laver sans arrêt les mains, ou pour se coucher, pour dormir, d'avoir un certain nombre de rites, on va toujours dormir dans une certaine position, on va mettre le lit à un certain endroit de la chambre. Tous ces petits rites un peu obsessionnels sont des exemples de symptômes d'un problème psychique. On connaît les symptômes, on en a conscience, mais par contre, les causes, elles échappent à la personne qui est atteinte de cette maladie. Et elles sont très très difficiles à découvrir. Il y a une signification à tous ces phénomènes, c'est pour ça que ce sont des phénomènes psychiques et pas simplement corporels. Il y a bien une intention, l'inconscient essaie bien de dire quelque chose, mais en même temps, il y a une part de notre inconscient qui ne veut pas que tout cela remonte à la surface, et c'est pour ça que la signification de tous ces phénomènes nous échappe. Donc, revenons à la responsabilité. Il peut se faire qu'une partie de nos pensées, de nos actions, nous en soyons responsables, lorsque notre inconscient n'intervient pas, lorsque nos décisions viennent de notre volonté consciente ou préconsciente, alors là, oui, on peut reconnaître qu'on est l'auteur de ces décisions, on peut se dire, oui, c'est bien moi qui ai décidé ça. Par contre, lorsque nos décisions et nos actions sont motivées par une volonté inconsciente, alors cela veut dire qu'il y a quelque chose d'étranger à nous qui a agi à notre place, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Alors on va peut-être se sentir très coupable, on va peut-être dire c'est pas bien ce que j'ai fait, mais en réalité on n'est pas du tout coupable, on n'est pas non plus responsable, on n'est pas véritablement l'auteur de ces décisions ni de ces actes. Il en résulte que l'hypothèse de l'existence de l'inconscient eh bien, conduit donc à une déresponsabilisation. Si nous admettons l'existence de l'inconscient, cela signifie que finalement, nous ne sommes plus responsables de grand-chose, puisqu'on pourra toujours dire, oui, c'est l'inconscient qui, en fait, m'a fait agir. L'un des auteurs qui a dit cela, c'est un philosophe qui a vécu en même temps que Freud. Il est à peu près de la même génération. C'est un philosophe français qui s'appelait Émile Chartier, mais qui est plus connu sous son nom de plume, Alain. Et Alain, dans un texte qui se trouve dans votre manuel, page 46-47, va critiquer Freud et sa théorie de l'inconscient sur 2 points. D'abord, il va considérer que c'est une théorie qui est fausse, et surtout, il va ensuite considérer que c'est une théorie qui est immorale. Et c'est sur ce deuxième point que je vais insister. Alors, c'est une théorie fausse parce que, d'après Alain, admettre l'existence de l'inconscient, cela voudrait dire qu'il y aurait
une pensée inconsciente à l'intérieur de nous. Autrement dit, il y aurait un autre moi à l'intérieur de moi, alors que, d'après Alain, toutes nos pensées viennent d'un seul et unique sujet, qui est « je ». On voit ici que Alain est un fils spirituel de Descartes. Il n'a pas vécu à la même époque, mais sa pensée est très imprégnée de la pensée cartésienne. Donc, pour Descartes, comme pour Alain, la pensée et la conscience, c'est la même chose. L'idée qu'il puisse y avoir dans notre âme des pensées ou des volontés inconscientes, c'est pour ces deux philosophes complètement absurde. Alors, ça ne veut pas dire que pour Alain, l'homme soit complètement transparent à lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de choses mystérieuses chez l'être humain. Bien entendu, il y a parfois des réactions qui nous étonnent. Nous pouvons nous laisser surprendre par nos propres comportements et nous dire « mais pourquoi j'ai agi comme ci ou comme ça ? Pourquoi tout d'un coup je me suis mis en colère ?» par exemple. Pour Alain, contrairement à Freud, il n'y a pas besoin de chercher cet inconscient dans le psychisme. En réalité, toutes ces choses mystérieuses qui sont en nous, ça vient du corps. Ça vient de ce que notre corps est comme une machine que nous connaissons très mal et que nous contrôlons très mal. Il y a donc bien un inconscient pour Alain, mais ce n'est pas un inconscient psychique, ce n'est pas un inconscient au sens freudien du terme, au sens de Freud, c'est un inconscient corporel, un inconscient physique, c'est en fait l'ensemble des mécanismes qu'on peut trouver dans le corps et qui sont souvent très mal connus et qui peuvent avoir une influence sur notre psychisme, sur notre âme. Mais j'aimerais insister sur la deuxième critique que fait Alain, à savoir que la théorie de Freud n'est pas simplement une théorie fausse, c'est pas simplement un mythe, l'histoire de l'inconscient. C'est également une pensée qui est dangereuse et immorale. En effet, cette théorie, elle va inciter les gens à rejeter la responsabilité de leur acte sur un être imaginaire qui est l'inconscient. Donc ça encourage les gens à la facilité, ça incite les gens à nier leur propre liberté et à finalement se reposer sur une hypothèse bien pratique, bien commode. Les gens diront donc c'est pas vraiment moi qui ai agi, je suis vraiment désolé, mais c'est la faute de mon inconscient. Je vous ai frappé, je vous ai insulté, j'en suis bien désolé, croyez-le moi, mais j'y peux rien, c'est mon inconscient. Pour Alain, il s'agirait plutôt que d'accuser ce fameux inconscient psychique, qui est un mythe, il s'agirait plutôt d'apprendre à domestiquer son corps. Notre corps, c'est comme une sorte de machine, ou bien comme une sorte d'animal sauvage qu'on connaît très mal, mais on peut apprendre peu à peu, par des exercices, à le domestiquer et à faire en sorte que ce corps agisse moins sur notre esprit, de manière à ce qu'on soit moins le jouet de ses émotions. Parce que nos émotions, nos passions, nos sentiments viennent en grande partie du corps et du lien qui existe entre notre âme et notre corps. Donc il s'agit, comme d'ailleurs le préconisait déjà Descartes, d'apprendre à domestiquer son corps et toutes les émotions, les sentiments, les passions qui sont liés à ce corps. Je vais maintenant faire une transition vers la deuxième partie de ce cours. Et comme dans toute transition, je vais à la fois faire une récapitulation de ce qu'on a vu et ensuite annoncer une objection qui sera développée dans la deuxième partie. D'abord, une récapitulation. On a vu que, d'après notre raisonnement, l'hypothèse de l'inconscient exclut toute idée de responsabilité chez l'homme. Si je suis déterminé par quelque chose d'étranger à moi-même, c'est-à-dire si mes actions sont le résultat de ce quelque chose, alors je ne peux pas être considéré comme le véritable auteur de mes actions. Mais l'objection qu'on pourrait faire à cela, c'est que l'inconscient ne m'est peut-être pas si étranger que cela. On pourrait se demander si, contrairement à ce que pensait Alain ou Descartes, la pensée se réduit véritablement à la conscience. Est-ce que l'inconscient, en fait, ne serait pas, au fond, la plus profonde partie de nous-mêmes, la partie la plus importante et peut-être même la plus vraie? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie.
Dans cette deuxième partie, nous allons prendre le contre-pied de ce que nous disions précédemment, à savoir que si nos actes obéissent à des motivations inconscientes, eh bien cela n'implique pas du tout une perte de responsabilité. En réalité, nous sommes parfaitement responsables de ce que nous décidons et de ce que nous faisons, même si ces motivations sont inconscientes. Je vais d'abord reprendre une objection qui a été abordée brièvement dans la transition, à savoir que nos désirs inconscients, loin d'être étrangers à nous-mêmes, font en fait partie de nous. Et pour ce faire, je vais m'inspirer d'un texte que Freud a écrit avant celui d'Alain, sauf erreur de ma part, mais qui répond par avance, en quelque sorte, aux objections d'Alain. Il est probable que, à l'époque où Freud a écrit ce texte, il y avait des gens qui avaient à peu près la même manière de penser qu'Alain et qui disaient que la théorie de Freud ôte toute responsabilité à l'être humain, que cette théorie excuse tout, déresponsabilise l'homme, fait en sorte que l'être humain ne puisse plus se reconnaître comme l'auteur de ses actes. En réalité, on va le voir, Freud dit exactement le contraire. Bien entendu, Freud sait très bien que cette responsabilité que nous avons, elle est mystérieuse, elle est étrange, puisque justement, les causes profondes de nos actes nous échappent. Mais si nous refusons de la reconnaître, bien souvent, ce n'est pas du tout parce que nous ne sommes pas responsables, c'est plutôt parce que cette responsabilité, nous ne voulons pas la voir. Nous ne voulons pas la voir parce qu'il y a en nous des désirs, des intentions qui sont bien les nôtres, mais dont nous avons honte. On n'ose pas les assumer parce que ça ne correspond pas à ce que l'éducation nous a imposé, à ce que la société nous a imposé. Il y a un certain nombre de choses, de désirs, de pensées, d'intentions qui sont en nous et qu'on n'ose pas regarder en face. Mais ça fait tout à fait partie de notre personnalité et donc nous en sommes, de ce point de vue, responsables. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il s'agit principalement de nos désirs inconscients et ces désirs, ils découlent eux-mêmes de quelque chose qui est parfaitement inconscient, qui précède toute éducation, c'est-à-dire nos pulsions, des pulsions qui sont naturelles, et principalement de deux groupes de pulsions. Alors il y a ce que Freud appelle la libido, d'un terme latin, qui peut signifier amour ou désir, et la libido, donc il s'agit de la pulsion sexuelle. Et puis d'autre part, il y a les pulsions agressives. Je expliquerai un petit peu plus tard de quoi il s'agit exactement, mais vous pouvez en tout cas deviner que une grande part de notre agressivité, mais également de nos désirs sexuels, ne sont pas admis par la société ou par l'éducation que nous avons reçue. Ils déclenchent en nous un sentiment de culpabilité. Et une part de cette agressivité et de ces tendances sexuelles n'est même pas consciente parce qu'elle va trop à l'encontre des exigences de la société et de l'éducation que nous avons reçue. Cette part-là nous fait honte et nous l'avons refoulée. Nous l'avons refoulée, c'est-à-dire que c'était conscient autrefois, ces désirs sexuels ou agressifs étaient conscients, jadis, notamment dans notre petite enfance, mais par un processus inconscient, eh bien, ces désirs ont cessé d'être conscients. Le refoulement, attention, c'est pas quelque chose qu'on veut consciemment accomplir, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Notre inconscient, lorsqu'il y a des choses en nous, dans notre conscience, qui nous font trop souffrir, notre inconscient va faire en sorte que ces choses ne soient plus conscientes. Alors ces choses, ça peut être des pensées, des désirs, des souvenirs, des émotions, qui vont donc être expulsées en dehors de la conscience et entrer dans le domaine de l'inconscient. Reprenons donc, pour Freud, le moi et la pensée ne se réduisent pas à la conscience. Et ici, donc, Freud s'oppose radicalement à la fois à Descartes et à Alain, dont je parlais précédemment. Alors, d'abord, une petite comparaison entre Freud et Descartes. Freud, contrairement à Descartes, admet une union indissoluble entre l'âme et le corps. L'âme et le corps ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Le psychisme
et le corps sont deux faces d'une seule et même réalité. Il n'y a pas de coupure possible entre les deux. Ça, c'est peut-être la formation scientifique et médicale de Freud qui lui fait penser qu'il y a notamment dans le cerveau des liens très étroits avec le psychisme et que le psychisme est enraciné dans l'organisme. Descartes, on l'a vu dans le cours sur la conscience, pense au contraire que l'esprit, et pour lui l'esprit c'est essentiellement la conscience, l'esprit peut exister sans le corps. Deuxième différence entre Freud et Descartes, et c'est surtout celle-là qu'il faut retenir, pour Freud, la conscience n'est qu'une partie du psychisme. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est la partie émergée de l'iceberg. Pour Descartes, au contraire, la pensée et la conscience sont synonymes, donc l'âme, ou ce que Freud appelle le psychisme, fondamentalement, c'est la partie consciente de l'être humain. Freud se sépare également d'Alain. On a vu que pour Alain, l'inconscient psychique est un mythe. La seule chose qui existe véritablement, la seule chose inconsciente chez l'être humain, c'est le corps, ou plus précisément les mécanismes corporels qui échappent à notre conscience. Pour Freud, au contraire, il y a un inconscient psychique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont du sens, ou bien il y a des intentions qui sont en nous, dans notre esprit, et qui, malgré tout, ne sont pas conscientes, et qui même résistent à nos tentatives pour les connaître. Comment est-ce que Freud est arrivé à cette idée qu'il y a en nous des intentions, des désirs, des pensées inconscientes? Eh bien, c'est en grande partie parce qu'il a étudié des malades, qu'on appelait à l'époque des hystériques. C'était en particulier des femmes, la plupart d'entre elles c'était des femmes, même si l'hystérie a touché aussi un certain nombre d'hommes, mais moins nombreux. L'hystérie, c'est une sorte de névrose, une sorte de maladie à la fois psychique et nerveuse, qui se manifeste par un comportement théâtral. Les hystériques souffrent, mais leur souffrance va se manifester d'une façon extrêmement spectaculaire. Alors ça peut être des crises nerveuses, des crises de larmes, des cris, mais ça peut être également des attitudes corporelles, comme on peut voir sur des photos assez anciennes là, qui montrent ici une femme qui a l'air complètement possédée par une sorte de vision, comme si elle voyait la Vierge Marie ou Dieu le Père. Ici vous avez une femme là qui a une contraction musculaire, notamment au niveau du cou et du menton, qui est assez spectaculaire. Alors il y avait des choses encore plus spectaculaires que ça, par exemple des femmes qui pouvaient avoir une paralysie d'une partie de leur corps, par exemple un bras qui était paralysé. Parfois même, ça pouvait entraîner, cette hystérie, une cécité, c'est-à-dire le fait de devenir aveugle partiellement ou totalement. Un des médecins qui s'est le plus occupé des hystériques, c'était Charcot, un médecin français, chez qui d'ailleurs Freud a fait un stage. Freud a fait plusieurs stages quand il était jeune médecin, un à Paris, chez Charcot, un à Nancy, chez le docteur Bernheim, et puis également il est allé à Vienne, chez le docteur Breuer. Dans tous ces cas, il a étudié des patients qui avaient différentes maladies psychiques, et notamment des hystériques. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque ces hystériques étaient sous hypnose, lorsque ces hystériques étaient plongés dans un état second, grâce à ce qu'on appelle l'hypnose, eh bien souvent, leurs symptômes disparaissaient. Ça a été notamment le cas à Vienne. Freud a pu voir avec le docteur Breuer que une hystérique qui avait le bras paralysé, tout d'un coup, son bras se mettait à fonctionner normalement, ce qui montre bien que son hystérie, sa maladie psychique, n'était absolument pas due à une lésion organique, c'est-à-dire que le système nerveux n'avait pas été profondément endommagé. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui a un accident de voiture et qui se retrouve avec la moelle épinière endommagée, donc cette personne va se retrouver paralysée. Ça, c'est une paralysie physique, et la personne a beau vouloir consciemment ou inconsciemment se guérir, elle ne pourra pas le faire, même si on la met en état d'hypnose, elle ne pourra pas remarcher. Et là, ici, l'inconscient n'a rien à voir, c'est simplement la machine, en quelque sorte, qui ne fonctionne plus. Le corps est endommagé. Dans le cas de l'hystérie, ce n'est pas du tout le cas, et
l'hypnose montre bien qu'il s'agit d'une maladie psychique et pas d'une maladie physique. Freud a également découvert, au cours de ses séances d'hypnose, que les hystériques souffraient de souvenirs douloureux, de souvenirs pénibles, et que le fait de rappeler certains de ces souvenirs pouvait, au moins provisoirement, faire disparaître les symptômes. Tout se passe comme si, en fait, cette maladie psychique était l'expression d'un désir inconscient, comme si l'inconscient voulait dire quelque chose par l'intermédiaire des symptômes, comme si les symptômes étaient une sorte de langage. Voilà donc ce qui a conduit Freud à penser que il y a un inconscient psychique, et que cet inconscient a un sens, que lorsque nous avons des symptômes, alors ça peut être des symptômes assez graves, mais ça peut être aussi des symptômes beaucoup plus légers comme les lapsus dont je parlais plus tôt, eh bien, nous essayons de dire quelque chose. La partie inconsciente de nous-mêmes essaye d'exprimer quelque chose. Nous essayons de prendre conscience d'une partie de nous-mêmes, d'une partie de nos désirs, de nos pensées. Et donc, si nous étions plus lucides, si nous y voyions un peu plus clair, nous accepterions de reconnaître que nos actes procèdent d'intentions qui sont bien les nôtres, même si, comme dans le cas des lapsus, elles contredisent nos intentions conscientes. Donc on le voit, la psychanalyse de Freud ne nous donne pas un prétexte pour échapper à nos responsabilités. Au contraire, un de ses intérêts, un de ses buts, une de ses fonctions, c'est de nous révéler que nous sommes beaucoup plus responsables que nous le pensions. Pour mieux comprendre cette idée, je vais maintenant essayer d'expliquer, toujours en m'appuyant sur Freud, comment il se peut qu'une partie de notre moi, disons de notre personnalité, soit inconsciente. Alors pour ce faire, je vais parler de 3 aspects du psychisme qui sont le ça, le moi, le surmoi. Notre psychisme, je l'ai déjà dit plus haut, c'est quelque chose de très complexe. On a vu qu'il y avait 3 niveaux déjà, le conscient, c'est-à-dire la partie consciente de notre psychisme, le préconscient et l'inconscient. Et on pouvait symboliser ça par l'image d'un iceberg. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe encore. C'est la division entre moi, surmoi et ça. Alors on va commencer par le ça. Le ça, qui est totalement inconscient, c'est l'ensemble de nos pulsions. Et ce ça, c'est la source première de nos désirs. Et donc de nos actions. Nos désirs, ils sont conscients, ou du moins ils l'ont été à un moment donné, mais la source profonde de nos désirs, ce sont des pulsions. Alors parmi ces pulsions, on peut distinguer notamment la pulsion sexuelle, que Freud appelle aussi libido, et les pulsions agressives. Juste un mot sur la pulsion sexuelle. La sexualité, au sens où Freud l'entend, c'est beaucoup plus large que ce que nous appelons sexualité. Alors déjà, on peut remarquer que quand Freud parle de sexualité, c'est pas forcément la sexualité hétérosexuelle, ni la sexualité même génitale. La sexualité n'est pas le privilège des hétérosexuels, il existe également une sexualité homosexuelle, il existe également des pratiques solitaires de masturbation, donc la sexualité n'est pas uniquement liée au rapport sexuel entre hommes et femmes. Mais allons plus loin, la sexualité va au-delà d'un simple rapport entre organes génitaux. On sait bien que certaines parties du corps peuvent être excitées alors qu'elles ne sont pas génitales. Par exemple, deux amants qui s'embrassent de façon passionnée sur la bouche, eh bien, ce baiser sur la bouche est déjà source d'excitation. Il y a déjà quelque chose de sexuel, quelque chose d'érotique là-dedans. En réalité, pour Freud, la sexualité, c'est une sorte d'énergie, une énergie vitale qui peut prendre des formes très très diverses, qui donc ne se concentre pas uniquement sur les organes sexuels. Tout le corps, d'une certaine manière, peut être concerné par la sexualité. Et allons plus loin, il peut arriver que dans certains cas, la sexualité prenne des formes complètement méconnaissables. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Alors la sublimation, c'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité. Platon, le plus célèbre disciple de Socrate, en parle déjà. C'est-à-dire que l'attirance sexuelle
pour quelqu'un d'autre peut être transformé, peut être détourné de son cours initial, un peu comme lorsqu'on détourne un fleuve, et aller dans une direction qui n'a plus rien en apparence de sexuel. Par exemple, Platon raconte qu'un des disciples de Socrate était amoureux de son maître, et Socrate a refusé de coucher avec lui, et par contre il lui a dit « L'amour que tu portes à ma personne, eh bien nous allons l'utiliser pour faire de la philosophie ensemble. C'est-à-dire que nous allons utiliser cette attirance pour non plus chercher un plaisir physique, mais pour le plaisir de la connaissance. Au lieu, comment dire, d'être attiré par une personne en chair et en os, nous allons ensemble essayer de chercher la vérité. Donc là, on voit que la sexualité est détournée de son cours initial, qui la porte naturellement vers un accouplement, vers un rapport entre deux corps. La sexualité, ici, est détournée pour servir à la découverte de la vérité et du savoir. Dans le domaine artistique également, il peut y avoir de la sublimation. Dans le domaine religieux également. On pourrait aussi mentionner le fait que certains sportifs, encore aujourd'hui, s'abstiennent de rapports sexuels avant certaines compétitions parce qu'ils pensent que une partie de leur énergie pourrait être gaspillée par ce rapport sexuel. Ils ont envie de garder toute leur énergie pour le match. Donc, ils ont sans doute conscience que la sexualité peut se transformer en une énergie qui, au moins en apparence, n'a plus rien de sexuel. Cet ensemble de pulsions, le ça, vient de notre organisme. À l'origine, il est parfaitement naturel et il est totalement inconscient. C'est-à-dire que nous pouvons prendre conscience de certains désirs qui sont eux-mêmes issus de pulsions, mais l'origine profonde de nos désirs, elle n'est pas consciente. Et par ailleurs, ce ça, il existe dans notre psychisme avant toute culture et toute éducation. Alors ça implique une chose qui me paraît assez importante de rappeler ou de vous apprendre, c'est que l'inconscient ne se réduit pas à ce qui a été refoulé, c'est-à-dire expulsé de la conscience pour aller dans l'inconscient. Le ça n'est pas le produit d'un refoulement, il était déjà là avant tout refoulement. Parlons maintenant du deuxième aspect de notre psychisme, qui est le surmoi. Alors le surmoi, contrairement au ça, il est partiellement inconscient. Il y a une partie du surmoi qui est consciente. Le surmoi, c'est quoi? C'est l'intériorisation des interdits que nos parents nous ont inculqués lors de l'éducation. C'est-à-dire qu'à force d'entendre nos parents nous dire « ça c'est bien » et « ça c'est par contre c'est pas bien, ça c'est interdit », eh bien nous savons entre guillemets ce qui est bien et ce qui est mal et nous n'avons plus besoin que nos parents nous rappellent que telle ou telle chose est mal pour que nous nous interdisions de faire telle ou telle chose. Nous avons intériorisé ces normes sociales et morales que nos parents nous ont inculquées lors de notre enfance. Si bien que lorsque nous sommes tentés par nos pulsions de faire quelque chose qui va contre ces normes, nous éprouvons une certaine mauvaise conscience. Nous avons partiellement conscience de ce surmoi et une bande dessinée célèbre, Tintin au Tibet, montre ça assez bien. On voit le chien Milou qui est partagé entre deux aspects de sa personnalité. Il y a d'un côté un chien qui a une forme d'ange, qui représente les normes, qui représente le surmoi, et qui lui dit que c'est pas bien de boire de l'alcool, c'est pas bien de boire le whisky qui est en train de suinter du sac du capitaine Haddock. Et puis de l'autre côté, il y a des désirs interdits, les désirs qui viennent des pulsions primitives du chien, qui sont représentés donc par une sorte de petit diable. Voilà. Eh bien cette lutte, nous la connaissons bien, nous en avons partiellement conscience. Seulement attention, pour Freud, le surmoi n'est pas entièrement conscient. Il y a aussi des interdits inconscients qui sont en nous, des interdits qui sont tellement forts que nous les avons en quelque sorte oubliés, nous les avons refoulés. Ils ne sont pas conscients, mais ils sont d'autant plus puissants que justement, nous n'en avons pas conscience. Alors, il y a deux interdits fondamentaux pour Freud dans toute société, l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire des relations sexuelles entre membres d'une même famille, et puis l'interdit du meurtre. Ces interdits sont tellement forts qu'on appelle ça des tabous, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit d'en parler.
parce que ça correspond, pour Freud, en fait, à des désirs qui sont en nous, des désirs qui viennent de la petite enfance, et ces désirs-là sont tellement à l'encontre des normes sociales, des normes culturelles, que la plupart du temps, nous les avons soigneusement refoulés et nous n'en avons même pas conscience. Entre le ça, c'est-à-dire les pulsions, et le surmoi, c'est-à-dire les interdits qui luttent contre ces pulsions, eh bien, il y a un aspect de notre psychisme qui est une sorte d'intermédiaire, qui est issu des pulsions, mais qui en même temps a été transformé par l'éducation. C'est le moi. Le moi, c'est une partie du psychisme dont le rôle est justement de trouver un compromis entre le ça et le surmoi. Donc le moi, qui correspond en gros à ce qu'on appelle la personnalité de quelqu'un, il est tiraillé entre ses pulsions, dont une grande partie le conduisent vers des chemins qui sont hors normes, qui vont contre l'éducation, et puis d'autre part les exigences du surmoi, qui peuvent parfois être extrêmement cruelles, parce que notre surmoi, si nous avons reçu une éducation très répressive, peut nous interdire plein de choses et nous empêcher de jouir de la vie. Et donc nous essayons de trouver un compromis entre les deux. Ce qui complique les choses, c'est que de même que le surmoi est à la fois conscient et inconscient, eh bien le moi également est partiellement conscient, partiellement inconscient. Il y a une partie du moi qui est inconsciente, c'est notamment le moi infantile, un moi qui vient de la petite enfance et qui comprend en lui un ensemble de souvenirs, de pensées, de désirs qui ont été refoulés. Ça a été refoulé et non pas détruit, c'est-à-dire que ce petit moi enfantin ou infantile, il est toujours actif en nous, il y a toujours des désirs en nous, des désirs sexuels ou agressifs, qui vont contre les normes sociales. Nous n'en avons pas conscience, mais ça peut influencer malgré tout nos actions. Ça peut notamment avoir des effets qui sont conscients, des effets qui sont comme des symptômes. Alors ça peut être les rêves, les lapsus, des oublis inexplicables, mais aussi donc des symptômes névrotiques. Je vais prendre un exemple. Pour Freud, un petit enfant est attiré par le parent du sexe opposé. Un petit garçon, par exemple, peut très bien dire « plus tard j'épouserai ma mère » ou une petite fille pourra dire « plus tard j'épouserai mon père ». Cette attirance, qui est absolument incompatible avec les exigences de la culture, de la société, de l'éducation, eh bien cette attirance va être refoulée. Sinon, elle aboutirait, si elle était acceptée par l'éducation, par les parents, elle aboutirait à un comportement incestueux. Mais ce désir-là, il peut apparaître ensuite chez un adulte sous des formes cachées, sous des formes implicites. Par exemple, sous une forme religieuse. On pourra adorer une déesse qui sera comme une sorte de mère et éprouver vis-à-vis de cette déesse une sorte d'amour passionné. On peut aussi envisager des gens qui épousent quelqu'un pour que cette personne soit comme un père ou comme une mère, sans forcément, bien sûr, en avoir conscience. Ils seront comme des petits-enfants, mais ils n'en auront pas nécessairement conscience. Je viens de parler de différents phénomènes qui ont leur source dans nos désirs inconscients. Comme justement ils ont une source inconsciente, cachée, eh bien nous avons tendance à les ignorer ou bien à leur attribuer des causes indépendantes de notre volonté. Comme par exemple la fatigue. J'ai fait un lapsus, j'ai injurié quelqu'un alors que je comptais lui faire un compliment, c'est la fatigue. En réalité, pour Freud, cette explication n'est pas satisfaisante. Certes, avec la fatigue, on arrive moins bien à se contrôler. On va faire des lapsus, on va peut-être se laisser aller davantage à ses émotions, comme la colère ou la peur. Mais pourquoi est-ce que nous avons fait tel ou tel lapsus particulier? Pourquoi c'est la colère qui l'a emporté et pas une autre émotion? La fatigue ne permet pas d'expliquer. En réalité, pour comprendre nos comportements, il faut faire appel à l'idée de motivation inconsciente. Nous allons maintenant faire la transition vers la troisième partie de ce développement. Et comme d'habitude, on va donc récapituler ce qui précède et en même temps faire une objection. On vient de voir que l'hypothèse de l'inconscient n'implique aucunement une absence de responsabilité chez l'être humain. La théorie de Freud, la psychanalyse,
nous incite même à assumer cette responsabilité, en nous faisant prendre conscience d'un aspect de nous-mêmes qui nous fait peur ou horreur. Donc Freud, tout au contraire de ce que disait Alain, nous incite à assumer la responsabilité de nos décisions, même lorsque nous avons l'impression que ces décisions ne viennent pas de nous. Cependant, on a vu, avec la théorie de Freud, que notre inconscient ne se réduit pas à notre moi infantile. Il comprend aussi des aspects de notre psychisme, que sont le ça et la partie inconsciente du surmoi. Et, comme on le verra, ni le ça ni le surmoi ne sont identiques à nous-mêmes. D'une certaine manière, ils sont étrangers à ce que nous sommes, en un certain sens. Et donc, on verra que notre responsabilité est en réalité très limitée. Pour sa dernière partie, je vais encore une fois m'inspirer de Freud. Cela peut sembler étrange, car en principe, dans une dissertation ou dans un cours de philo, on n'utilise pas 2 fois de suite un même auteur. Cela reviendrait à dire que l'auteur s'est contredit lui-même. En réalité, Freud ne s'est pas réellement contredit. Lorsqu'il affirme que nous sommes responsables de notre inconscient, de nos décisions qui sont motivées par des forces inconscientes, il veut dire par là qu'il y a une part de notre inconscient qui fait véritablement partie de notre personnalité, de notre moi. Mais par ailleurs, Freud a admis qu'il y a dans notre inconscient également des choses qui ne font pas véritablement partie de nous-mêmes. Si bien que notre responsabilité, en réalité, elle est très limitée. Cependant, d'après Freud, nous pouvons, grâce à la psychanalyse, devenir plus responsables de notre vie. Nous pouvons devenir plus adultes, plus mûrs, et ne plus nous laisser gouverner par nos pulsions ou par notre surmoi. Pour commencer, je vais développer l'objection que j'avais amorcée dans la transition, à savoir que l'inconscient n'est pas tout à fait nous-mêmes. Alors certes, on l'a vu tout à l'heure, il existe une part de notre moi qui n'est pas consciente. Elle fait partie de notre personnalité, même si elle nous échappe, et donc nous en sommes d'une certaine manière responsables. Mais nous avons vu également qu'il y a dans notre inconscient psychique des forces qui, d'une certaine manière, nous sont étrangères, bien qu'elles soient en nous. Pour commencer, on a vu que le ça, c'est cette partie de notre psychisme qui précède toute éducation, toute conscience. Le ça est à la source de nos désirs, de notre vie psychique, de notre personnalité, mais ce n'est pas encore véritablement nous-mêmes. Le ça, c'est le terreau sur lequel vont se développer nos désirs, mais ce n'est pas encore véritablement nous. D'ailleurs, quelqu'un qui se laisse aller à ses pulsions, quelqu'un qui est gouverné par ses pulsions, il est d'une certaine manière en proie à des forces étrangères, des forces qui le dépassent. Il n'est pas, donc, véritablement responsable de ses actes. Quant au surmoi, comme son nom l'indique, il n'est pas véritablement moi, il est au-dessus de moi. Il est une sorte d'écho de la voix de nos parents. Il est une présence à l'intérieur de notre psychisme d'interdits qui ne viennent pas de nous, qui nous ont été imposés par la société. Et au départ, si on y obéit, ce n'est pas parce qu'on a compris que ces interdits sont bons, c'est simplement par crainte. Ici, c'est la crainte d'une sanction imaginaire. Mais peu importe qu'elle soit imaginaire ou pas, agir par crainte, en l'occurrence agir pour obéir à son surmoi, ce n'est pas être véritablement responsable de ses actes, ce n'est pas agir en fonction de ses propres buts. La psychanalyse, cependant, peut nous aider à devenir davantage responsables de notre propre vie, en nous aidant à devenir plus adultes. Ainsi, au lieu d'agir en fonction de pulsions qui précèdent toute conscience et toute raison, au lieu d'agir également comme un petit enfant craintif qui a peur d'être sanctionné, nous pourrons agir de façon plus adulte, plus raisonnable, en fonction de désirs assumés, conscients, et dont nous avons compris l'intérêt
de désirs également qui apparaissent comme raisonnables. Voyons maintenant donc comment la psychanalyse peut nous aider à devenir davantage responsables de notre propre vie. On a souvent reproché à Freud de nier toute liberté et toute responsabilité humaine. Et il est vrai que pour Freud, la plupart du temps, lorsque nous pensons être libres, eh bien, c'est une illusion. Nous croyons être maîtres de nos décisions. En réalité, ce sont des pulsions, c'est la crainte d'une sanction imaginaire, ou bien ce sont des désirs infantiles qui nous gouvernent. La psychanalyse détruit cette illusion de liberté. Mais ce n'est pas pour nous enfoncer dans une sorte de désespoir, c'est au contraire pour nous aider à trouver une véritable forme de liberté. De la même manière que la philosophie critique les préjugés, critique le prétendu savoir que nous pouvons avoir, pour nous aider à mettre à la place un savoir authentique. Alors qu'est-ce que c'est que la psychanalyse ? Ce mot a au moins deux significations. La psychanalyse, c'est une théorie de l'inconscient. Une science, comme le pensait Freud. En vrai dire, le caractère scientifique de la psychanalyse peut être mis en doute, y compris aujourd'hui par des psychanalystes. Mais peu importe, on va dire que c'est une théorie de l'inconscient. Freud a écrit un certain nombre de livres sur le psychisme humain et notamment sur la partie inconsciente du psychisme de l'homme. Mais depuis le départ, Freud a également voulu faire de la psychanalyse une pratique thérapeutique par laquelle une personne s'efforce de remonter aux causes de ses problèmes psychiques, aux causes cachées, aux causes inconscientes. À l'aide de la cure psychanalytique, c'est-à-dire de la psychanalyse comme thérapie, comme pratique thérapeutique, le patient prend peu à peu conscience d'une partie de son psychisme, de quelques-uns de ses désirs refoulés au cours de la petite enfance, et cela l'aide à devenir véritablement adulte. Sur cette image, on voit une patiente qui est en train de raconter ses problèmes à un psychanalyste. Dans une cure psychanalytique, c'est surtout la personne qui souffre, la personne qui vient voir le psychanalyste, qui parle. Le psychanalyste peut intervenir de temps en temps pour guider le patient, pour l'aider à prendre conscience de certaines résistances, de certains sujets qu'il n'a pas envie d'aborder, mais le but, c'est surtout de laisser la personne s'exprimer le plus librement possible. La règle de base de la psychanalyse, c'est ce qu'on appelle les associations libres, c'est-à-dire la personne dit en gros ce qui lui passe par la tête, même si ça semble complètement illogique, même si ce n'est pas très convenable. La personne peut évoquer des sujets sexuels, la personne peut parler de pensées agressives qui lui viennent à l'esprit, y compris vis-à-vis du psychanalyste, et elle peut aussi sauter du coq à l'âne, passer d'un sujet à l'autre, comme ça lui vient, un peu comme dans un rêve où les images se succèdent sans raison apparente. D'après Freud, ces associations libres permettent à la personne de remonter peu à peu d'une pensée consciente à des pensées inconscientes. Peu à peu, on laisse l'inconscient s'exprimer, remonter à la surface. Ça ne se fait pas sans mal, puisque, on le sait bien, l'inconscient résiste par définition à nos efforts pour le connaître. Il y a des souffrances, il y a des peurs. On a peur d'avouer des choses qui nous font honte. On a peur de prendre conscience de désirs ou de souvenirs qui déclenchent en nous un sentiment de culpabilité. Mais le but, c'est de mieux se connaître soi-même, de manière à être plus mûr, plus adulte, plus responsable. Mais on pourra également, grâce à la psychanalyse, prendre conscience que certains des désirs qui sont en nous ne sont pas forcément nuisibles ou honteux. Peut-être que notre éducation a été trop répressive. Peut-être qu'on nous a interdit, quand on était petit, d'exprimer la moindre agressivité, la moindre colère. Peut-être qu'on nous a inculqué une éducation trop répressive sur le plan de la sexualité également. Et donc, le moindre désir sexuel peut nous faire honte. Donc,
la psychanalyse peut nous aider à prendre conscience que notre surmoi est souvent trop sévère. Parfois même, il est absurde, il nous impose des interdictions absurdes. Ainsi, par la psychanalyse, on agira moins en fonction de son surmoi, ou de ses pulsions, ou de son moi infantile. On agira davantage en fonction de désirs adultes, c'est-à-dire de désirs qui sont conscients, de désirs qui sont un peu plus raisonnables, et ainsi on pourra être davantage responsable de ses actes et de sa vie. Par exemple, on cessera de chercher désespérément une protection parentale dans la figure d'un dieu, ou dans un conjoint ou une conjointe. On verra un peu plus tard, au cours de l'année, le thème de la religion. Freud lui-même était athée. Maintenant, on n'est pas obligé, quand on est psychanalyste, ou quand on s'intéresse à la psychanalyse, de rejeter toute religion. Par contre, on peut reconnaître qu'il existe certaines formes de religion, certaines manières de pratiquer la religion qui sont infantiles. Donc la psychanalyse ne va pas nécessairement conduire quelqu'un à rejeter toute croyance en Dieu, mais en tout cas, certainement, sa croyance religieuse va changer. De la même manière, la psychanalyse ne conduit pas nécessairement à rejeter tout amour ou toute relation avec un conjoint ou une conjointe. Simplement, cela modifie cette relation de manière à ce qu'elle soit moins infantile. Quelques mots sur d'autres thérapies que la psychanalyse et qui font également appel à la notion d'inconscient. Pourquoi j'en parle? En partie parce que l'impact thérapeutique des cures psychanalytiques est discutable. Aujourd'hui même, d'ailleurs, il existe un grand nombre de psychanalystes qui avouent que la psychanalyse ne va pas nécessairement aboutir à une guérison lorsque quelqu'un suit une cure. En revanche, ils diront à la personne qui vient les voir, la psychanalyse vous offre une possibilité de mieux vous connaître. Étant donné l'efficacité souvent limitée de la cure psychanalytique, certaines personnes ont essayé d'inventer d'autres façons de soigner les troubles psychiques. Il existe aujourd'hui une multitude de thérapies qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins sérieuses, mais ce qui est certain, c'est que un certain nombre d'entre elles tiennent compte de l'hypothèse de l'inconscient. C'est-à-dire que même si toutes ces thérapies ne font pas appel nécessairement à la même définition de l'inconscient que Freud, même si elles ne font pas appel forcément à la théorie freudienne de l'inconscient, elles tiennent compte malgré tout de l'idée qu'il existe une part de notre psychisme qui est inconsciente, à laquelle nous n'aurons jamais accès, ou jamais complètement accès en tout cas. Je mentionnerai par exemple l'hypnothérapie. Freud a assez vite abandonné l'hypnose. La psychanalyse est apparue au moment où Freud a arrêté d'utiliser l'hypnose pour soigner ses patients. Il a préféré laisser parler ses patients de façon libre, dans un état normal, et pas dans un état de conscience modifié comme dans l'hypnose. Cependant, il existe aujourd'hui des hypnothérapeutes qui disent que l'hypnothérapie peut, dans certaines conditions, être extrêmement efficace, non pas pour manipuler les gens d'une manière sauvage, en les privant de toute liberté. Une hypnose légère ne supprime pas la liberté des gens, mais par contre les aide à stimuler leur inconscient de façon à ce que leur inconscient trouve une solution à leurs problèmes. En conclusion, je vais d'abord rappeler le problème qui nous a occupés. Nous nous étions demandé si l'hypothèse de l'inconscient implique une absence de responsabilité. En admettant que l'inconscient existe, est-ce que nous sommes responsables de nos actes? La solution, eh bien, elle est apparue dans la dernière partie principalement. La solution, c'est que nous sommes partiellement responsables dans la mesure où il y a dans notre inconscient des aspects de notre personnalité. Il y a un moi inconscient. Mais cette responsabilité, donc, elle n'est que partielle. Et nous pouvons l'augmenter si déjà nous prenons conscience du fait que notre inconscient nous manœuvre sans qu'on s'en rende compte,
et si nous apprenons à devenir plus adultes, notamment en prenant conscience de nos désirs infantiles. Les deux premières solutions n'étaient pas entièrement satisfaisantes. La première, parce qu'elle ne tenait pas compte du fait que notre inconscient comprend une partie de notre personnalité. Et la seconde, parce que elle allait dans l'autre sens, elle ne tenait pas compte du fait que dans notre inconscient, il y a des pulsions qui ne sont pas véritablement nous-mêmes, et également un surmoi qui s'est imposé à nous, et qui fait que nous agissons moins en fonction de nos désirs qu'en fonction de craintes qui viennent principalement de notre éducation. La solution la plus satisfaisante consiste à tenir compte de la complexité de l'inconscient. Il est à la fois nous-mêmes et pas nous-mêmes. Par ailleurs, l'inconscient n'est pas une chose figée. C'est un processus, quelque chose qui change sans arrêt. D'une part parce qu'il y a en lui des forces contradictoires, mais aussi parce que nous pouvons, dans une certaine mesure, nous l'approprier. Sans doute qu'il y aura toujours des aspects de notre inconscient qui nous échapperont, qui resteront à jamais mystérieux, mais nous pouvons, dans une certaine mesure, prendre conscience, au moins indirectement, des désirs qui sont en nous et également de notre surmoi inconscient, de manière à devenir davantage responsable de notre propre vie.